L'un des visages les plus populaires et appréciés du monde du manga, deuxième protagoniste de son œuvre et favori des fans, Roronoa Zoro est l'un des meilleurs personnages qui nous a été donné d'observer. Modèle parfait de ce qui est censé être un personnage secondaire et schéma exact de comment celui-ci doit impacter l'histoire, il y a tout de même pas mal de gens qui s'en plaignent. Personnage sans profondeur, qui n'évolue pas, qui sert uniquement au combat, des critiques étonnantes mais qui ne viennent pas de nulle part. Voyons alors aujourd'hui les origines de celles-ci et surtout si elles sont réelles ou non. なってやろうじゃねえか。地獄の王に。 Pour commencer, attaquons-nous aux critiques émises justement. Ce que l'on peut voir souvent paraître, c'est que le vice-capitaine des chapeaux de paille est un personnage vide. Comparé à ses pairs, Roronoa Zoro est considéré tel un personnage qui a cessé d'évoluer intérieurement depuis bien longtemps. Ne représentant que la force chez les Mugiwara, il ne servirait qu'à offrir des combats hors normes à One Piece. Eiichiro Oda aurait entre guillemets sacrifié la construction du caractère de Zoro pour créer un personnage froid, stylé et ainsi beaucoup plus marketable auprès des ados, public visé par le Shonen Jump. En gros, le meilleur futur épéiste du monde est passé de personnages intéressants et touchants à aura farmer sans âme. Enfin, c'est ce que certains disent, parce que selon moi, c'est tout sauf le cas. Premièrement, intéressons-nous au rôle que remplit Roronoa Zoro dans One Piece. Vice-capitaine de l'équipage au chapeau de paille et combattant de celui-ci, c'est de son devoir que d'affronter les ennemis puissants pour ses amis. La centralisation de Zoro autour des combats est donc normale, logique et surtout présente depuis le début de l'œuvre. Dans chaque grand arc, lorsqu'il était présent, celui-ci devait libérer la voie pour ses compagnons, que ce soit face à Okchi ou face à King. Qu'on attende alors de Zoro un affrontement de grande ampleur sur chaque île est naturel, cela fait partie des essentiels de construction d'arc d'Eiichiro Oda et n'est en aucun cas une quelconque diminution de son personnage. D'autant plus que c'est un shonen que l'on suit. Les combats ne sont pas la principale raison qui fait de One Piece l'œuvre qu'elle est, mais cela reste tout de même un aspect attrayant et intéressant. Il est donc nécessaire d'avoir un personnage représentatif de ce côté-là de l'histoire, et alors que Luffy est clairement hors catégorie désormais, Zoro fait parfaitement le travail. L'épéiste représente l'effort, l'acharnement, l'entraînement, et ne possédant pas de fruit du démon, représente presque mieux l'archétype cliché du protagoniste de shonen, et c'est important de ne pas négliger cela. Ça peut sembler enfantin ou même simplet, mais pour une bande dessinée avant tout ciblée vers les plus jeunes et les adolescents, c'est important d'avoir une figure comme Zoro. C'est de cette manière que les enfants se retrouvent inspirés et grandissent avec un modèle sain, travailleur et sérieux. Mais tiens, tant que l'on parle du sérieux, intéressons-nous plus à son caractère. Selon certains, Zoro aurait perdu son âme, pas littéralement en devenant le roi des enfers, mais au travers du pinceau d'Oda. Celui qui, avant l'ellipse, était bien plus souriant, aujourd'hui ne présenterait plus la moindre émotion, le rendant décevant. Cependant, je pense que cela est faux sur bien des niveaux. Premièrement, il est vrai que Roronoa Zoro est bien plus sérieux aujourd'hui, mais cela est le cas pour l'entièreté de One Piece. Nous approchons de la fin de l'œuvre, les derniers acteurs encore en route influencent le monde dans son ensemble. Le moindre mouvement de l'équipage au chapeau de paille a des répercussions dans les plus hautes strates du gouvernement. Et alors que le capitaine est littéralement la personnification du rire et du ridicule, c'est à Zoro de gérer son groupe. De plus, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Depuis le début de l'histoire, les Mugiwara fonctionnent de cette façon. L'exemple qui nous vient tous en tête est évidemment celui de Water 7. Dans un équipage chamboulé et déchiré par la dispute entre Luffy et Usopp, c'est à Zoro bien plus pragmatique que de remettre ses amis dans le droit chemin. Un concept en plus qu'Oda utilise énormément. Les capitaines de One Piece sont pour la plupart de grands enfants. C'est alors à Riley, Ben Beckman ou Zoro de babysitter leur boss comme nous disait Marco. Et pour revenir à l'argument de Zoro n'a plus d'émotion, ce n'est pas vrai non plus. Ses interactions avec Luffy, Sanji ou Chopper sont toujours les mêmes. Lorsque l'équipage vogue tranquillement sur les mers, tout le groupe agit encore comme avant l'ellipse. De plus, sans compter les moments marrants tels qu'Adressrosa face à Pika, Zoro a eu des scènes assez marquantes émotionnellement, à l'image de son passage dans le village d'Ebisu ravagé par les Smiles. Souvent dirigé par sa rage et sa frustration, cela donne lieu à d'incroyables scènes, à l'image de lorsque celui-ci a vu le bras de Kiku tomber du toit d'Onigashima. Cette idée alors qu'il ne présente plus d'émotions provient de la nature de celle-ci et sa façon de les exprimer. Et un des meilleurs moyens d'expliquer cela, je pense, est la comparaison avec Sanji. L'aile droite et l'aile gauche du futur roi des pirates sont encore pas mal mis en opposition, alors qu'on le sait tous, ce sont des personnages complémentaires. Mais soit, il y a tout de même ici quelque chose d'intéressant, et c'est que le personnage de Sanji est énormément valorisé pour son évolution sur Whole Cake Island, à raison évidemment. Et sans bien sûr vouloir comparer les deux situations, puisque complètement distinctes, ce qui fait tant la différence dans nos têtes, c'est la forme qu'Oda a donnée à ses émotions. Lors de cet arc, on a vu Sanji pleurer toutes les larmes de son corps, on l'a vu vulnérable, quelque chose de totalement nouveau et bien sûr impactant. A l'inverse, Zoro, depuis le baratie, évolue en silence, on le voit comme je l'ai dit exprimer de temps en temps ses émotions
sous le ton de la colère, mais c'est un ressenti qui nous paraît moins choquant que de voir quelqu'un pleurer. Alors que je pense honnêtement que Zoro est l'un des personnages les plus tragiques de One Piece. On le sait, actuellement son objectif est de devenir l'épéiste le plus fort du monde, afin de pouvoir porter ses amis jusqu'à leurs rêves, et il y parviendra, c'est sûr. Cependant, en soi, il ne sera jamais vraiment le meilleur bretteur du monde, puisqu'au-dessus de lui restera toujours Kuina. Ami d'enfance du chasseur de primes, il ne l'a jamais emporté face à celle-ci, de leur premier duel à son décès. Ainsi que Zoro parvienne à vaincre Shiryu, Mihawk ou même Nazujuro, il aura tout de même toujours perdu face à Kuina. Son titre de meilleur épéiste du monde sera évidemment mérité, mais jamais complet à ses yeux, comme si tous ses sacrifices pour devenir le roi des enfers étaient depuis le début destinés à rien du tout. Enfin ça, c'est s'il n'avait jamais rencontré Luffy. Il s'agit là plus d'un trait de caractère du capitaine, mais depuis que le chasseur de pirates s'est trouvé une famille, accomplir son objectif est devenu secondaire, protéger ses amis étant bien plus important. Cependant, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est cette même nouvelle motivation qui va continuer à le pousser jusqu'au sommet de la chaîne alimentaire, rendant son personnage toujours plus intéressant. Un autre point à l'origine de nombreux débats est le passé de Zoro. Oda nous ayant déjà conté son enfance sur l'île Shimotsuki en compagnie de Kuina, beaucoup de fans attendaient un second flashback sur Wano afin d'en découvrir plus sur les origines de l'épéiste. Et on en a eu plus, on a découvert le personnage de Kozaburo Shimotsuki, forgeron originaire de Wano, fondateur du village à son nom et surtout grand-père de Kuina. Il est l'homme à l'origine du Wado Ichimonji et Denma, deux des trois sabres de Zoro. Ainsi, en quelques chapitres, Oda a pu approfondir son monde, boucler la narrative de Zoro sur Wano Kuni tout en appuyant sa cohérence scénaristique. Cependant, cela n'a pas suffi aux fans, à l'image du flashback de Kaido. Cependant, s'il y a bien quelque chose que l'on a appris depuis des années, c'est que si quelque chose n'apparaît pas dans One Piece, c'est que c'est soit pas le bon moment, soit c'est inutile. Et là, en l'occurrence, Oda nous a envoyé un vieil arbre généalogique entre deux chapitres pour nous faire comprendre que les darons de Zoro, on n'en a rien à faire. Donc là-dessus, c'était simplement nos attentes qui nous ont déçus. Mais alors, si Zoro est un si bon personnage, qu'est-ce qui explique un tel ressentiment de la part des fans? Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Eh bien, selon moi, premièrement, cela est dû à l'état actuel du monde du manga. Cette industrie traverse une période très difficile, peu de nouveaux visages intéressants, de gros changements dans la façon de consommer, et évidemment de nouveaux clients, donc de nouvelles tendances. Or, on ne va pas se mentir, mais ces nouveaux schémas ne sont pas très intéressants et qualitatifs, à l'image d'évidemment tous ces personnages se basant sur le fait d'être stoïque, ou l'aura si vous préférez ce terme. Ainsi, de nombreux consommateurs approchent différentes œuvres avec ces plans en tête, plaçant des personnages comme Zoro dans ces cas-ci, sans que cela n'ait vraiment de sens. Ainsi, l'épéiste se retrouve avec des fans qui ne comprennent pas nécessairement le personnage, passent à côté du message de celui-ci et ruinent son image plus qu'autre chose. Ces derniers passent leur temps à comparer Zoro inutilement avec d'autres personnages ou encore à vanter des traits de caractère qui ne sont même pas les siens. L'exemple parfait de cela, c'est le fameux Zoro tuerait sans hésiter un membre de l'équipage si Luffy lui le demandait. Le vice-capitaine des chapeaux de paille est la définition même de loyauté, un trait plus que positif et inspirant. Cependant, même ici, en tournant ce trait de caractère en un acte froid et dénué d'humanité, beaucoup donnent à Zoro une image qui ne le représente pas du tout, parce qu'il ne le ferait jamais. Les Mugiwara sont ses amis, sa famille, un tel acte serait inenvisageable pour chacun d'entre eux, quitte à se sacrifier soi-même. Malheureusement, beaucoup pensent que cela serait le cas quand même. La communauté One Piece dans son ensemble n'aide pas vraiment aussi, ça n'a jamais été trop plein de gentillesse, d'ouverture et de partage chez les fans du manga d'Eiichiro Oda, cependant des tendances se sont toujours dessinées, que ce soit autour des théories, des blagues ou de réactions. Mais depuis quelques temps, plus que jamais, j'ai l'impression que c'est juste devenu un lieu de comparaison inutile entre plein de persos et notamment Zoro qui peut en faire les frais. Donc en gros, pour conclure, le personnage de Roronoa Zoro a évidemment évolué avec le temps, c'est logique. Il n'a cependant pas perdu ce qui faisait la beauté de son écriture. Se développant en silence et servant le rôle de second capitaine de l'équipage, c'est de son devoir que d'être pragmatique et froid lorsque ses amis ne le sont pas. Qui plus est, ce dernier est le combattant de l'équipage, le deuxième plus fort derrière le capitaine. C'est alors à lui que de prendre les duels et de se retrouver sur le champ de bataille. Représentant bien plus ce qu'on s'imaginerait d'un personnage classique de shonen avec ce rêve lié à la puissance, Zoro tire son épingle du jeu par des détails qui jouent beaucoup. Un rêve brisé, mais une loyauté impériale envers celui qui lui a redonné la volonté de vivre. Peu importe les critiques et les mouvements étranges des fans de manga, Roronoa Zoro restera pour toujours l'un des plus grands personnages de l'histoire de la fiction.